Bonjour, ou plutôt rebonjour à toutes et à tous, toujours sur le plateau de la matinale et notamment du temps de parole. Encore un invité, et pas des moindres, Elad Chakrina, candidat, on le sait. Elad Chakrina, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a invité ce matin en réaction au communiqué, en tant que patron du COSEM, en réaction aux événements de Tanafu 2 hier, sur les hauteurs de Passamenti et Tsunzu. Vous avez l'air satisfait de ce qui s'est passé hier et de cette décision du préfet. D'ailleurs, je tiens juste à préciser que c'était un casque de police. Hein. Donc oui, c'est bien. Voilà. C'est Patrick qui avait raison. Exactement. Alors là, vous commencez très mal. Mal. Et je soutenais Patrick. Je tiens à le préciser. Deux contrats. Toujours. Très. Ensuite. Bon, bah. Non, sans transition. Puis, vous êtes satisfait de l'opération d'hier. Écoutez, oui, moi je suis pleinement satisfait de voir qu'il y a eu une application d'une décision de justice, parce que c'est surtout ça dont il s'agit. C'est-à-dire que quand justement des particuliers obtiennent des décisions de justice qui disent clairement qu'il y a une récupération possible, il y a une récupération de leurs biens prévue par cette décision de justice, eh bien il faut aller jusqu'au bout de la logique. On signifie la décision de justice, les personnes qui occupent illégalement le terrain ne veulent pas partir, on fait intervenir les forces de l'ordre et c'est ce qui s'est passé, donc je ne peux que m'en réjouir. Qui c'est qui a géré ce dossier sur le plan judiciaire ? Écoutez, je vais pas m'avancer là-dessus, mais bon... Qui c'est qui a géré le dossier sur le plan judiciaire ? Je suis le conseil, en tout cas... Vous êtes l'avocat qui a mené cette opération. En effet, c'est le cas. Je suis le conseil de ces personnes qui avaient été spoliées de leurs biens. Monsieur Chaboudine. Écoutez, je ne citerai pas de nom, le secret professionnel, vous savez bien que je le préserve. Mes clients seront en tout cas en droit d'en parler, mais eux-mêmes. Mais bon, ça c'est vous qui l'avancez. Hein. Mais quoi qu'il en soit... Enfin, c'est public, hein, le cadastre, il suffit de regarder le cadastre et puis voilà quoi. En tout cas, moi je me réjouis de l'initiative d'hier. Donc cela va évidemment encourager davantage tous les propriétaires à saisir la justice pour obtenir justement ces expulsions de parcelles occupées illégalement. Vous travaillez sur d'autres dossiers actuellement, similaires ? Il y en a pas mal, oui, tout à fait. Vous pouvez pas nous dire lesquels ? Non. Bon. On regarde le plan exceptionnel, c'est la une de France Mayotte Matin. Plan exceptionnel de Bernard Cazeneuve et Georges Paul-Angevin pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre l'immigration. Est-ce que là aussi, vous êtes satisfait de ce plan ? Je reste sur ma faim. Ah ! Je reste sur ma faim. Parce que j'ai lu le document. Hein. Sur les 25 mesures, je note que la mesure numéro 5 comporte justement les dispositions d'application de la loi, en tout cas les futures modalités d'application de la loi du 7 mars 2016. Pourquoi est-ce que cette loi serait applicable à Mayotte ? Je l'avais déjà évoqué en expliquant que justement l'article 59 de cette loi prévoit qu'il puisse y avoir l'acquisition de la nationalité française pour un enfant qui n'est pas né sur le territoire français, mais qui résiderait depuis l'âge de 6 ans, qui aurait effectué sa scolarité et qui, parce que il y aurait cet enfant ou ce mineur aurait des frères ou des sœurs qui auraient la nationalité française, donc aurait vocation à devenir français. Non, ça ne peut pas s'appliquer à Mayotte, parce que vous savez que justement ça va provoquer encore plus un appel d'air. Ça ne peut pas, mais ça va s'appliquer, c'est la loi. Non, mais de manière, même le code de l'entrée et des séjours des étrangers est dérogatoire à Mayotte. Donc on ne nous dise pas que toutes les bonnes mesures, on ne nous les applique pas, parce qu'il y a de bonnes mesures qu'il faudra faire appliquer à Mayotte. Et tout ce qui peut aujourd'hui nous déranger ou être néfaste pour notre développement, qu'on nous l'applique. Vous savez que par exemple, quand on part du code du travail, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il n'a pas été appliqué dans sa totalité depuis longtemps ? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut nous faire appliquer une loi qui, en plus de surcroît, va encore plus créer cet appel d'air et encore plus une immigration massive qui risque évidemment de créer davantage de situations similaires telles que les occupations illégales de terrain, telles que des affrontements intercommunautaires. Eh bien, c'est une loi qu'il faut absolument modifier dans le cas de Mayotte, adapter dans le cas de Mayotte. L'article 72 de la Constitution le prévoit, donc je ne vois absolument pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une ordonnance ne serait pas prise en la matière. Vous savez que le gouvernement prend systématiquement des ordonnances pour Mayotte, pour appliquer les dispositions législatives qui seraient en tout cas contraires ou contraignantes pour notre développement. Et là, je pense dans ce cas de figure, ça serait justifié. Alors, certains disent que il y a, de ce plan-là, il y a quand même pas mal de choses qui vont se mettre en place assez rapidement, sous 3 mois, je crois, Samuel. Mais il y a quand même une belle majorité de choses qui se mettront en place en 2017. Ça veut dire avec le prochain gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche. Ça veut dire quoi ? Que la responsabilité financière de ce plan va être de la responsabilité du prochain gouvernement. Là encore, écoutez, moi je pense que il y a une urgence en effet, et cette urgence
c'est avant tout de pouvoir accroître les forces de l'ordre, de pouvoir surveiller nos frontières. Ça, c'est un point. Donc, qu'on ne puisse pas, en effet, retarder tout cela jusqu'à 2017 parce que l'urgence est telle que nous sommes à l'asphyxie. Par ailleurs, je vous disais tout à l'heure que je reste sur ma faim. Parce qu'un plan pareil, mettre en avant justement les mesures du ministère de l'Intérieur et du ministère des Outre-mer, je pense que c'est insuffisant. Il fallait aller plus loin, il fallait être plus ambitieux. Mettre également en avant des mesures du ministère des Affaires étrangères, puisque c'est aussi un problème diplomatique avec l'État comorien. Ça a été cité dans les 25 points. Hein. Oui, mais il y a un renforcement de la diplomatie et de la coopération on régionale. n'est pas allé plus loin. Pourquoi ? Parce que la diplomatie actuellement avec les Comores est au point mort. Certains textes ont été signés, mais rien n'a été suivi des faits. On sait parfaitement bien que l'État comorien, de toute façon, se moque royalement de voir que ses ressortissants prennent des kwassa-kwassa pour venir à Mayotte. Par ailleurs, vous savez que la traversée coûte 300 €. Si on a plus de 10 000 passeurs, 10 000 personnes qui font le passage des Comores jusqu'à Mayotte, ça fait plus de 3 millions d'euros chaque année. C'est un business extrêmement lucratif pour les personnes qui tiennent cette industrie. Et c'est une industrie détenue aussi parfois par des autorités étatiques comoriennes. Et c'est là où est le problème. C'est que d'un côté, je signe des documents avec l'État français, et de l'autre, je fais prospérer mon business parce que ça me rapporte des millions d'euros chaque année. Et ça, je pense qu'à mon avis, il va falloir commencer à casser ce cercle vicieux. Si on veut limiter ces kwassa-kwassa, commençons déjà par détruire les usines de kwassa-kwassa aux Comores. Mais là, ça veut dire quand même il faut mettre en place des accords, et non pas entre Mayotte et Anjouan, entre Mayotte et les Comores, mais véritablement entre la France et les Comores. Interétatique, évidemment. Cela va de soi. Mais ces accords-là existent déjà. Ça veut dire qu'il faudrait impliquer dans le système de réflexion le ministère des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères et le ministère également de la Défense. Puisqu'il y a des accords de défense qui ont été signés avec les Comores, puisque c'est l'armée française justement qui entraîne aussi l'armée comorienne. Alors je pense qu'à mon avis, pour ce qui est des ministères des Affaires étrangères, on peut parfaitement bien, dans le cadre de la coopération régionale, parce qu'on le dit, on le rappelle jamais assez, la coopération régionale, c'est quand même une convention signée entre deux États souverains sur proposition d'une collectivité territoriale. Par conséquent, ça veut dire que si maintenant la proposition est formulée, une proposition claire et nette, qu'on veut la destruction des usines de kwassa-kwassa sur les différentes parties, les différents territoires qui composent la nation comorienne, eh bien je pense que l'État des Comores, je pense qu'à mon avis, on serait déjà extrêmement bien avancé plutôt que de déployer systématiquement des moyens massifs pour juste endiguer un phénomène qui va risquer de se reproduire encore plus à l'avenir. Dans ce plan, on parle beaucoup de police, de gendarmerie, de PAF, de moyens de matériel. Seulement, ces policiers, ces gendarmes vont interpeller, arrêter des gens, et après, ils vont en justice. Or, on voit que dans le volet justice, il n'y a rien, zéro. Rien, j'allais dire, qui vienne soutenir la justice ou des changements. Alors, est-ce que ça va véritablement tout changer ? Tout à fait, c'est là où justement je voulais aussi en venir. Vous avez parfaitement bien raison de le préciser. Il manque la coopération judiciaire. Coopération judiciaire avec les Comores, mais aussi avec les autres pays de la Commission de l'océan Indien. J'entends par là Madagascar, Maurice, les Seychelles, pas la Réunion, puisque de toute façon c'est la France. Parce que dans la mesure où justement nous avons des ressortissants comoriens qui ne peuvent pas, en tout cas qui purgent leur peine à Mayotte, à la maison d'arrêt de Majicavo, et qu'au final en fait on constate des cas de récidive, eh bien ça va poser un énorme problème parce qu'on se rend bien compte qu'en fait la justice ne fait plus peur. Les forces de l'ordre ne font plus peur. Bon là ils vont peut-être faire peur maintenant avec la quantité qui arrive. J'espère en effet, mais en tout cas je pense qu'à mon avis il est important déjà de désengorger aussi la maison d'arrêt de Majicavo, que justement les condamnés puissent aller purger leur peine dans les territoires duquel ils proviennent. C'est-à-dire que ce soit en Jouan, en Grande Comore ou à Madagascar ou autre. Alors pour ce qui est maintenant des apatrides, qu'il puisse y avoir justement un accord à l'échelle régionale avec les membres des pays de la Commission de l'océan Indien pour qu'on puisse justement proposer à Madagascar pour qu'on puisse y accueillir des ressortissants qui sont apatrides et qu'ils aillent purger leur peine à Madagascar. Je pense qu'à mon avis, la capacité d'accueil sera beaucoup plus importante et ça permettra certainement de désengorger la maison d'arrêt de Majicavo, et je pense aussi que ça sera un moyen de responsabiliser chacun. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. J'entends tous les arguments que vous donnez par rapport au plan du gouvernement sur la sécurité et l'immigration, mais tout de même, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Aujourd'hui, il est tout de même un petit peu à moitié plein quand on voit qu'il y a 102 policiers, 89 gendarmes en 2019, un nouveau commissariat. Je ne veux pas refaire c'est tout de même profitable pour Mayotte. Mais c'est une satisfaction. Je l'ai dit tout à l'heure que je restais sur ma faim.
Évidemment que depuis le début, nous demandons à ce qu'il y ait davantage de forces de l'ordre. Nous demandons à ce qu'il y ait également des brigades de gendarmerie supplémentaires. Là, nous avons avoir un commissariat, c'est extrêmement satisfaisant, bien sûr, mais il faut aller plus loin. Parce que justement, si maintenant nous traitons pas le problème à la source, à la racine, eh bien on aura beau parler d'effectifs supplémentaires, on en redemandera encore et encore et encore. Et tout ça, c'est aussi un coût pour le contribuable, je le rappelle aussi. Je l'avais dit une fois. Vous savez très bien que le coût pour les expulsions, c'est plus de 50 millions d'euros à l'année. Donc c'est quand même extrêmement coûteux pour nous. Les forces de l'ordre en question, dans un pays où nous sommes dans un pays en ce moment où tous les pays d'Europe sont touchés par la crise. Donc là aussi, évidemment, il y avait un besoin d'effectifs supplémentaires. Nous en sommes très satisfaits, mais il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est donc détruire, c'est quoi ça, à la source. Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, a fait des déclarations sur le droit du sol. Il a dit clairement qu'il ne voulait pas changer le droit du sol, y compris à Mayotte. Il a parlé longuement de Mayotte. En revanche, il a dit que les personnes en situation irrégulière sur le territoire français, donc Mayotte, qui font un enfant, l'enfant ne sera pas français parce que les parents sont en situation irrégulière. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, tant que justement on ne crée pas d'appel d'air, évidemment je suis d'accord. Tant qu'on ne crée pas d'appel d'air. Puisque dans ce cas de figure, il a été question justement, vous l'avez bien précisé, en effet pour les parents qui ne sont pas en situation régulière, pas de nationalité française. Oui, en effet. Sauf qu'à un moment donné, il va aussi commencer à falloir à réfléchir sur un dispositif qui fonctionne véritablement. Et je pense que, à mon avis, est-ce que ça risquerait de limiter les ressortissants étrangers pour venir ici, pour justement donner naissance à leurs enfants en vue d'acquérir la nationalité française ? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Par contre, je note juste que c'est une avancée qui va dans le sens justement de la limitation, en tout cas de l'octroi de l'acquisition de la nationalité française, puisque justement il y a des barrières qui sont constituées. Eh bien, je pense qu'à mon avis, nous sommes déjà sur la bonne voie. Samuel, une réaction ? Plutôt une question cette fois-ci, pas une réaction. Allons-y. Mais l'espace Schengen, êtes-vous favorable à son ouverture pour Mayotte ou plutôt pour sa fermeture ? Parce que Schengen, ça pourrait être un appel d'air justement, faire venir les autres, donner envie, mais en même temps aussi dégager ce qu'il y a à Mayotte. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Je pense qu'il faut déjà s'adresser à nos parlementaires actuellement, mais si j'ai un point de vue à donner, c'est que on est dans l'Europe, on ne l'est pas. Donc Mayotte est une RUP, région ultra-périphérique européenne. Par conséquent, le droit européen doit s'appliquer. C'est aussi simple que cela. Mais évidemment, quand on applique le droit européen, il faut aussi que les moyens puissent suivre. Si maintenant les moyens ne suivent pas, dans ce cas-là, ce n'est absolument pas la peine d'appliquer un droit qui risquerait au final de créer plus de difficultés que ça ne pourrait créer davantage. Vous êtes contre Schengen ? L'ouverture à Schengen ? Contre, oui. D'accord. Parlons de politique politicienne. On le sait, vous êtes candidat, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez vos concurrents ? Je ne parle pas en tant que candidat, là. Non, mais bon, maintenant je pose la question aux candidats. Est-ce que aujourd'hui vous connaissez vos concurrents ? Écoutez, il y a des noms qui circulent, vous le savez tous, mais maintenant, moi, ma préoccupation, c'est avant tout de travailler sur les sujets qui concernent Mayotte, mais non de me préoccuper de ces concurrents. Vous savez que la politique est impitoyable, vous attendez à prendre des coups bas, vous êtes prêt à ce genre de combat aujourd'hui ? On en prend tous les jours des coups bas, et je pense qu'à mon avis... Non, au-delà de cela, au-delà de ces questions de politique politicienne, il y a aussi évidemment l'engagement citoyen, c'est très important. Quand vous n'avez pas de conviction et que vous estimez justement que vous voulez juste vous accaparer des postes, eh bien c'est même pas la peine. Parce qu'en effet, vous allez essayer peut-être à un moment donné d'atteindre votre objectif, mais quoi qu'il en soit, quand vous avez vos convictions, eh bien c'est un socle solide qui reste. Et ça c'est très important parce que justement ce sont des valeurs, ce sont des idées que vous portez et qui restent en vous. Une question d'un auditeur et c'est terminé après. Si vous êtes élu pour le prochain mandat, un auditeur voudrait savoir, je veux savoir si Monsieur Chakrina est prêt à discuter avec des représentants de la communauté comorienne pour créer des relations de confiance et d'apaisement. Je viens de le dire, il y a la relation diplomatique qui est fondamentale. Vous, personnellement. Mais non, moi, ma petite personne ne compte pas. Il ne s'agit pas de moi personnellement. Il s'agit ici d'une coopération multilatérale et bilatérale. France, Comores, mais aussi France, Commission de l'océan Indien. Pourquoi je dis Commission de l'océan Indien ? Parce que la France finance à 90% le budget de la Commission de l'océan Indien. Il faut le rappeler, ça aussi. Donc, quand la France finance justement la coopération régionale multilatérale dans l'océan Indien, il faut aussi que la France puisse donner son point de vue sur ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que justement, certains pays ont tendance à se moquer réellement des accords qu'ils signent avec la France. Et Mayotte n'est même pas membre de la Commission Océan Indien.
Tout à fait. Alors que nous sommes français. Alors Et qu'on là, soit français. Chakrina, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On aura Merci. l'occasion de vous retrouver évidemment en plateau, c'est tout. Pour ce temps de parole, tout de suite, la suite de nos programmes.